Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up sur le supplément SmackDown. Et quel supplément SmackDown, puisque pour notre émission qui transpire le catch, aujourd'hui nous analysons le SmackDown du 2 avril 2019 à Baltimore, c'est-à-dire que nous sommes à quelques jours seulement de WrestleMania 35. Alors pour un si grand événement, il fallait évidemment un très grand casting. Je suis Raphaël et je suis accompagné de mon camarade Chris. Nous avons envahi le show bleu, ça va Chris? Salut Raphaël, salut peuple de Catch-Up. Ah bah ouais, c'est du booking inversé ce soir. On a pris en main le show bleu et on a laissé le show rouge à l'ami Irem et à l'ami Cal, qui ont eu un Raw incroyable à raconter. Et voilà, donc nous voilà débarqués dans le show bleu à SmackDown Live, et ça c'est tout bon. Voilà, on va voir si on peut faire aussi bien que eux avec leur excellent main event de Raw de cette semaine. Si vous n'avez pas encore entendu le catch-up pro, n'hésitez pas. Mais nous, on peut pas attendre, hein. On commence directement à Baltimore, ce SmackDown, le dernier avant la grande explication hein, de New York qui approche. Le show est ouvert par Kevin Owens qui nous fait grâce donc d'un Kevin Owens Show. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Il est très bien habillé, Kevin Owens, il se la joue un peu présentateur télé, il a même des petites fiches. On dirait un peu un cosplay de Julien Lepers, ça fonctionne pas mal. Et ce soir, il a deux invités, donc qui vont s'affronter dimanche, Randy Orton et AJ Styles. Les deux hommes arrivent, Kevin Owens n'a aucune interaction en fait, il va pas du tout orienter le discours, il va les laisser parler. Et ils ont des choses à se dire. Hein. Randy Orton, il est très fier d'avoir empêché le match de la semaine dernière, donc le dernier match de Kurt Angle à SmackDown. Il est fier d'avoir empêché ça pour le public, de leur avoir évité ce moment-là. Alors, AJ Styles, il se moque un peu de Randy Orton. Il lui dit, mec, t'as une prise qui s'appelle le RKO qui est très bonne, mais tu sais faire que ça. Ce à quoi Orton répond que ça suffit, hein, quand on a une prise comme ça, et il s'énerve. Il devient tout rouge, Orton, on dirait qu'il va exploser. Et il rappelle à AJ Styles que pendant que AJ Styles faisait partie là, des petits catcheurs de l'Indy qui affrontaient dans des petites salles avec 12 personnes à $50, pendant 20 ans, lui, il a fait le main event de WrestleMania, il était là pendant 2 décennies et il était devant des milliers de personnes. Donc il rappelle bien que si AJ Styles était si bon que ça, il serait à la WWE depuis bien longtemps. Ce à quoi AJ Styles lui glisse une attaque vicieuse. Hein. Il lui dit ouais, pendant que j'étais dans mes petits gymnases pourris à catcher, toi t'étais à la WWE, mais t'étais surtout suspendu parce que t'avais échoué au test antidrogue. Voilà. Là, ça envoie du lourd. Ce à quoi Orton répond écoute, toi t'es juste là pour remplacer John Cena en faisant ta corporate bitch. Et là, Kevin Owens il sent que c'est trop agressif. Il s'en va sans dire un mot. Et il laisse les deux autres se bastonner. Donc on en vient aux mains. Et AJ Styles s'apprête à placer un phénoménal forearm. Mais il est contré en plein vol par un superbe RKO. Effectivement, Randy Orton confirme ce qu'il avait dit. Quand on a un move aussi deadly, aussi dangereux, pas besoin d'un autre. Donc voilà, on finit là-dessus ce segment d'ouverture bien tendu. Est-ce que t'es chaud pour ce match, Chris là? Chaud pour ce match. C'est de la mid-card, de WrestleMania en fait, ce Styles Orton. Donc c'est presque surprenant d'avoir ces deux-là dans une feud de mid-card pour WrestleMania. Et moi, si tu veux, je trouvais ça, l'angle était plutôt sympa. Globalement, le rappel d'AJ Styles sur la wellness policy de l'ami Orton, tout ça, quoi. Ils se sont bien trash-talkés, en fait. C'était pas trop mal, quoi. Relativement calme parce qu'ils étaient tous les deux assis, chacun dans leur fauteuil. C'est resté, voilà, ça s'est parti en vrille à la fin, mais avec un RKO pas du tout de out of nowhere. Non, moi, mon interrogation sur ce segment, en fait, c'est Kevin Owens. J'ai bien peur qu'il va faire la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Il est parti pour ça, hein, de toute façon, je vois pas ce qu'il aura d'autre. Donc, c'est bien malheureux qu'un talent comme Kevin Owens en soit réduit à ça. Donc voilà. Écoute, pour moi, Orton Styles, voilà, là c'est de la mid-card, voilà, deux anciens champions du monde, tout ça, quoi, qui veulent savoir qui c'est qui a la plus grosse et qui c'est qui est le plus légitime, l'un par rapport à son passé indie, l'autre par rapport au fait qu'il est made in WWE. Donc, écoute, c'était pas mal pour ouvrir SmackDown, tu vois, j'allais dire Raw. Hein. Les bonnes vieilles habitudes. Et donc, pour ouvrir, justement, d'ailleurs, pour ouvrir un Raw,
un Orton style, ça serait pas mal aussi des fois. Donc à SmackDown, ils ont cette chance, ils ont de la profondeur de roster. Ah, c'est joliment dit. Ouais, moi, comme toi, c'est de la golden mid-card, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même Ouais, 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 c'est ça. T'as trouvé le bon. deux catcheurs talentueux. Alors, Orton, moi, je trouve que c'est un talent en dents de scie, hein, il peut sortir des super matchs comme des mauvais, mais je trouve que ça ressemble assez à la physionomie du Orton Seth Rollins à WrestleMania 31, là, juste avant que Rollins fasse son cash-in. Et c'était un très très bon match, donc je suis plutôt confiant sur la qualité de la rencontre. C'est vrai que ça manque peut-être un petit peu d'enjeu pour ces deux mecs-là, mais peut-être que le sortant, le vainqueur, va ressortir assez bien dans la fameuse nouvelle saison qu'on a post-WrestleMania. Je suis d'accord avec toi sur Kevin Owens. On a vu passer un moment une sorte de freeze, on en reparlera d'ailleurs avec toutes les plus grandes têtes de cette Andre the Giant Battle Royale. Je l'ai même pas vu dessus, alors Je crois est-ce pas qu'il non sera plus. là? Je crois pas l'avoir vu non plus sur cette fameuse frise. Ouais, mais là aussi, hein, il peut très bien bénéficier du lancement de la saison au Raw du lendemain ou autre. Ça reste quand même bizarre qu'il soit revenu si tôt pour faire en gros un match à Fastlane et puis plus rien quoi. Oui, parce que finalement, ça fait un petit moment qu'il est de retour là. Il est pas, tu vois, et il fait beaucoup de tapisserie. Il a lancé le show et au départ, il se présentait comme un challenger crédible à Daniel Bryan. Et puis finalement, non, ils l'ont remis dans ce rôle de présentateur, entertainer. Bon, voilà, il est pas mal hein, au micro. Et j'ai bien aimé comment il est parti du ring, la manière Oui. qu'il a eu de partir du ring, sentant que les choses allaient déraper. Mais voilà, mais bon, je regrette, j'aime beaucoup ce gars et je regrette qu'il n'ait pas eu un rôle un peu plus conséquent à WrestleMania. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, mais on verra. On n'est pas au bout de nos surprises, comme on dit, hein. Oui, oui, oui. Alors, pendant ce temps, on a des petites séquences en backstage, hein. Il y a Kofi Kingston qui a enfin son contrat de match pour le championnat de la WWE, hein. Ça sera notre main event ce soir, d'ailleurs, on peut de suite le dire. On aura la signature du contrat officiel, donc on voit Kofi avec ses copains en coulisses. Mais ensuite, on a notre premier match de la soirée. C'est un match tag team à 8. D'un côté, on a les Usos qui catchent avec Aleister Black et Ricochet, hein, les deux gars de NXT. Et ils affrontent The Bar contre Rusev et Nakamura. Donc un 4 contre 4 classique. On commence avec Ricochet contre Cesaro. Ensuite, on passe à Sheamus contre Aleister Black. Donc deux fois des gabarits qui se ressemblent pas, mais qui peuvent être comparables. Ensuite, on a une longue domination des méchants sur Jey Uso, notamment Rusev qui l'envoie à l'extérieur contre un escalier. Mais s'ensuit une séquence assez classique de festival de finishers. Donc on a un Black Mass, on a un Brogue Kick, on a à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et ce sont les Usos qui réussissent à coincer Rusev en lui plaçant un double kick dans la mâchoire. Et le pauvre Bulgare ne s'en relèvera pas. 1, 2, 3. Victoire des gentils. Mais je ne m'arrête pas là sur cette analyse, puisque tout d'un coup, de nulle part, surgit la magnifique Alexa Bliss, de retour à SmackDown. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, Alexa Bliss? On se pose la question, elle nous raconte qu'elle sera la host de WrestleMania. Bon, ça d'accord, on le sait depuis un petit moment. Mais elle nous dit que le forfait des Usos la semaine dernière, quand ils avaient laissé gagner l'équipe du New Day, ça mérite des conséquences. Et les conséquences, c'est qu'à WrestleMania, ce dimanche, allez hop, on nous rajoute un petit match sur la carte. Les Usos devront défendre leur titre tag team de SmackDown contre les trois autres équipes qui étaient là, c'est-à-dire The Bar, Rusev Nakamura et Aleister Black Ricochet, dans un Fatal 4-Way Tag Team match. Grosse surprise, et s'ensuit une petite baston collective comme d'habitude, et ce sont les jeunes de NXT qui dominent. Eux qui, ne l'oublions pas, hein, auront un premier gros match dans ce week-end à NXT justement, au TakeOver, contre les War Riders. Donc ça veut dire est-ce que dimanche soir, on peut se retrouver avec Aleister Black et Ricochet, double champion tag team NXT SmackDown, tu y crois toi? Non, pas une seconde. Moi Voilà, non plus, ouais. ça c'est réglé, pas une seconde, pas une seconde. Par contre, écoute, le match était relativement court. Dire Ricochet et Alistair, ils ont encore gagné. Encore gagné. Non seulement ils gagnent, mais ils gagnent même le brawl. Ils gagnent même le brawl de la fin. Voilà.
Donc, Aleister Black et Ricochet, j'en fais très clairement mes favoris pour le match pour la ceinture. Après, la WWE nous a fait un petit booking express avec Alexa qui finalement a booké le match Tag Team SmackDown vite fait, bien fait. Donc, on peut pas dire qu'il y aura eu énormément de feuds, etc. Mais comme c'est des équipes qu'on voit depuis un moment et qui ont déjà beaucoup interagi ensemble, si tu veux, ça m'a pas dérangé que c'était ce booking sur Express là qui a été fait en l'espace de 3 minutes, quoi. Donc finalement, ça m'a pas beaucoup dérangé. Sinon, ce qui me pose toujours question, c'est finalement, c'est pas ça que tu as commencé et sur le fait que Ricochet et Aleister Black ont un match pour le tag team de NXT. Ils ont un autre title shot pour le tag team SmackDown. Vont-ils aussi change pour la ceinture d'Euro dans la nuit de dimanche là sur un coup de folie là? Non, c'est assez fou le traitement de Ricochet et d'Aleister Black par rapport à ces ceintures tag team. Donc je sais pas ce qu'ils vont en sortir. Très franchement, pour moi, ils sont très très loin d'être les favoris du match de TakeOver à NXT. Très très loin. Pour moi, les War Raiders sont les archi favoris de ce match-là. Par contre, pour le coup, je mettrais bien Black et je mettrais bien une petite pièce sur Black et Ricochet à WrestleMania. Et précisons-le, oui, ils avaient un match tag team à Raw cette semaine pour la ceinture. Donc en fait, ils vont avoir 3 matchs dans la semaine. Voilà, dans la même semaine, 3 title shots. Et c'est pas mal. Et alors moi, c'est marrant, mais je crois à aucun des 3. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils ont vraiment construit cette équipe pour nous montrer ces 2 personnages et nous les faire apprécier. Mais que post-WrestleMania, ils vont les faire partir chacun séparément. Mais je sais pas. En tout cas, cette affiche est... Oui. Je te rejoins un petit peu dans le sens où, oui, effectivement, moi aussi, je pense qu'il va y avoir un split dans cette équipe. Mais peut-être qu'ils vont leur donner le titre histoire de les asseoir un peu en leur donnant un petit règne, hein, histoire d'un peu de les tester, voir comment c'est les jeunes, ils arrivent, comment ils vont gérer une ceinture pendant quelques jours, quelques semaines. Peut-être. Et puis, tu vois, genre en Arabie Saoudite ou un truc comme ça, ils perdront le titre et puis ça va splitter, quoi. Peut-être bien. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est une équipe qui ne restera pas très longtemps ensemble. Bon, en tout cas, on verra bien. Alors, ce match un peu sorti de nulle part, moi je me suis dit que ça allait encore nous vider aussi la Battle Royale, mais on en parlera plus tard de cette Battle Royale, on y viendra, on a un segment. Pas mal de passages micro qui arrivent, très rapide, on va analyser très rapidement. Les Iconics viennent nous parler du Fatal 4-Way qu'elles vont aussi avoir pour la ceinture féminine et elles nous disent qu'elles vont le gagner, en gros. Voilà. C'est ça. Et que WrestleMania sera iconique. Ah, tu les fais bien, hein, tu les fais bien. Ah ouais, trop bien. Ensuite, on nous apprend que le dernier entrant au Hall of Fame 2019 est un jeune homme qui se nomme Brutus Beefcake. Est-ce que tu connais? Moi, je ne connais pas du tout. Brutus Beefcake, ouais. Alors, parle-nous de lui. Connu entre autres pour le segment du barbershop, connu surtout en premier lieu parce que c'est l'un des tout meilleurs potes du premier cercle de Hulk Hogan. Ah, d'accord. Et donc, ils ont fait toute leur carrière ensemble dans les années 80, etc. Là où était Hulk Hogan, Brutus Beefcake n'était jamais loin. Mm-hmm. Enfin, à mon goût, hein, c'était un catcheur très moyen, qui était très moyen dans le ring et qui était très moyen en promo, quoi. Mais par contre, qui pouvait par moment être assez drôle et qui avait la particularité, c'est pas une particularité finalement, il s'appelait Brutus et il avait vraiment une gimmick de catcheur brawler, voilà, brutal, épais, velu, solide sur les appuis, très très musculeux et voilà. Et il a fait plus ou moins toute sa carrière WWE, WCW avec un énorme soutien de la part de Hulk Hogan, dont je répète, c'était un des gros potes. Et bien voilà, une bonne biographie de notre ami Chris. Hein. Vous voyez, à Catch-Up, on sait tout, on a des dossiers sur tout le monde. C'est clair, ouais. C'est le Bureau fédéral d'investigation du wrestling professional. C'est ça. Eh bien écoute, sur ce, on continue notre soirée. Alors on a le Miz qui arrive. On commence par un segment micro. Hein. Le Miz nous parle de WrestleMania. Il parle un petit peu de sa famille, de sa femme, de l'énergie qu'il a en lui. Bon, il nous dit que voilà, il va pouvoir utiliser toute l'arène puisqu'il aura ce fameux Falls Count Anywhere contre Shane McMahon. Il est interrompu par le bruit des hélicoptères qui arrivent. Alors c'est assez étonnant, mais Sanity débarque et on nous annonce que Sanity est là parce qu'il va y avoir un match 1 contre 3 handicap. Donc le Miz va devoir affronter
Eric Young, Alexander Wolf et Killian Dale. Et on n'a pas le temps de commencer que Shane McMahon arrive. Il se fait annoncer, comme ça devient son habitude, par monsieur l'annonceur dont j'ai perdu le nom, qui va... je me souviens jamais. Qui donc va dire, voilà, welcome, the best in the world, Shane McMahon. Bref, donc voilà, le match commence. Le Miz, seul contre 3, il commence à dominer, tout seul, comme un grand, mais il est interrompu par Shane qui revient. Alors c'est assez drôle parce que l'annonceur commence à le réannoncer, mais Shane dit non, c'est bon, là, tout le monde a compris que c'était le meilleur au monde, que c'était le best in the world. Non, il vient pour dire au Miz que ce match-là, ce soir, contre Sanity, à 1 contre 3, c'est un false count anywhere. Et il en profite pour rajouter sur le Titantron la photo de Papa Miz, le pauvre Papa Miz, qui est en train de se faire tabasser par Shane. Donc il essaye vraiment, Shane, de rentrer dans la tête de son adversaire. Pour être tout à fait honnête, ça ne marchera pas, puisque le match qui suit, qui est donc quand même un False Count Anywhere à 1 contre 3, est complètement dominé, mais de la tête et des épaules, par le Miz, qui va réussir à lui tout seul à écrabouiller Sanity. Il fait passer, je sais plus si c'est Wolf ou Young, c'est Wolf, non, à travers une table. Oui, c'est Wolf. Ouais, Wolf, ouais. Ouais, il fait... Et après, il se focalise sur Eric Young, donc quand même le leader de Sanity. Et puis Eric Young, c'est censé être pas rien, même si à la WWE, ça a été un petit peu rien. Il va aller jusqu'à sortir carrément du stade. Hein, ils finissent dehors, il marche dans des flaques d'eau. Là, il a plu visiblement à Baltimore. Et à l'aide d'un chariot qui est posé aux alentours des camions, là, il va l'écraser, il va lui écraser la tête entre deux chariots et réussir à placer le tombé. Il y a toujours un arbitre. Donc le Miz gagne un triple threat, non, un 1 contre 3 handicap contre une équipe. Un match handicap. Le Miz gagne un handicap match. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un segment what the fuck. Voilà. Parce que si tu veux, pour recontextualiser, la semaine dernière, le Miz avait déjà cassé la gueule à toute la sécurité, à Shelton Benjamin, à Sanity, à tout le monde déjà. Là, il se retrouve dans un handicap match qui se transforme en false count anywhere et il gagne le match. Bon, moi j'espérais, alors pour moi ça c'est enterrer Sanity, oh là là, le coup de pelle là sur Sanity. Là c'est affreux, oui. C'était affreux. Moi en fait, si tu veux, dans mon esprit à moi de Chris, je m'étais dit, bah écoute, ils vont faire gagner Sanity, ils vont matraquer le Miz et ils vont vendre justement que le Miz, bah il est pas bien du tout pour WrestleMania, tu vois. Moi j'aurais fait de cette manière-là, voilà comment moi j'aurais fait. Et en fait, bah, il s'est passé tout le contraire. Le False Count Anywhere et tout ça, pourquoi pas si tu veux. Mais il aurait fallu que ça soit le contraire qui se passe. Enfin, à mon goût, il aurait fallu que ça soit le contraire. Il aurait fallu que Sanity démolisse le Miz. Et on se retrouve avec une victoire complètement ouais, what the fuck, voilà. Bah, c'est très étonnant, ça colle pas du tout en plus au personnage du Miz, mais c'est peut-être ça en fait. Moi je vois ça, je me dis, ça fait 10 ans que le Miz il a un rôle de catcheur un peu vicieux qui en fait le moins possible, hein, qui avait causé la feud contre Daniel Bryan. Alors peut-être que tout d'un coup ils veulent nous faire croire, ah non mais le Miz il sait aussi être extrême, il sait aussi être violent. Mais là comme tu l'as dit, ouais, les 3 Golgoth de Sanity, en plus bon c'est des mecs qui sont assez physiques, qui sont vicieux, qui sont méchants, donc c'était un peu lâcher les hyènes là dans la stipulation idéale. Bah non. Ils se font éclater comme pas possible, c'est bien triste. Ouais, pour moi, ça fait perdre de la crédibilité. Voilà, là pour moi, là, tu vois, ça c'est un coup raté à SmackDown. Pourtant, SmackDown, j'ai souvent du bien à en dire, mais là, j'ai trouvé ce segment what the fuck, quoi. J'aurais pas dit, voilà, s'ils avaient été moi, le Butcher, ça se serait pas passé comme ça. Ah oui, clairement. Là, pour moi, c'est vraiment nous dire que Sanity, ça sera jamais, ça sera l'ascension, quoi. Ça sera jamais plus haut. Je sais même pas si c'est un message envers Sanity ou si, non. C'est étrange ce truc de vouloir nous faire vendre le Miz comme ça super. Nous le vendre hardcore, moi il y a pas de problème. Si tu veux que dans un handicap match, ils fassent un bon match et qu'ils se défendent et que finalement ils perdent de manière malheureuse, bah pourquoi pas. À partir du moment où justement le booking derrière te dit bah voilà, le Miz ça va mal, il a un problème au genou, il a un problème à l'épaule, voilà, Shane il va profiter de la situation. Et en plus le segment se termine avec quand ils sont dans le parking et Shane qui s'en va en limousine, tu vois, avec le petit sourire. En fait, je dis c'est débile mec, le gars que tu vas affronter dimanche là, il vient de tabasser 3 mecs tout seul. Ouais. Et toi tu fais un petit sourire style ah je t'ai bien eu. Bah non, tu l'as pas eu. C'est le Miz qui t'a eu. Voilà. Ouais, c'était bien étonnant, mais tu as raison.
on n'a pas fini avec ce segment tout à fait, puisque sur ce parking, il s'est passé décidément beaucoup de choses. Le Miz donc a battu Sanity à lui tout seul. Shane est venu faire coucou en limousine, mais surtout la police arrive. Et la police, alors visiblement à Baltimore, elle sert aussi de Uber pour arrondir les fins de mois parce qu'elle vient déposer Becky Lynch. Et ouais, on nous a annoncé que les Elle trois arrive de jeunes. Washington, hein. Attends, il fait le Uber, il a fait Washington-Baltimore, hein, le mec. Ouais, c'est quasiment du taxi privé là. Ouais, c'est vrai que ça fait loin. Et donc, bah, C'est les quelqu'un qui trois. était en garde à vue la veille au soir. Ouais, c'est ça. Les trois jeunes femmes ont été libérées de leur garde à vue, hein, on nous a annoncé, donc elles pourront faire le main event de WrestleMania. Ouf, je n'en pouvais plus d'attendre. Les charges sont levées. Ouf, c'est bon, les charges sont levées. Donc Becky Lynch, elle est, donc on la voit rentrer, hein, là c'est toujours ce côté très Rocky presque, on la voit arriver depuis l'extérieur jusqu'au centre du ring. Au centre du ring, il y a Corey Graves qui l'attend pour l'introduire, mais Becky Lynch, elle prend le micro, elle s'en va, elle descend du ring, elle va se mettre debout sur une table, c'est son nouvel endroit pour parler, debout sur la table des commentateurs. Elle dit qu'elle a de compte à rendre à personne à la WWE, mais qu'elle rend des comptes au public. Et un peu comme tout le monde ce soir, hein, elle promet à tout le monde que à WrestleMania, elle va battre Charlotte, elle va battre Ronda Rousey, winner takes all, donc elle va tout prendre et qu'elle va être championne, qu'elle va gagner ce main event de WrestleMania. Une pop énorme, toujours indiscutable, et il n'y aura pas d'interaction avec les autres filles, hein. C'est vraiment la soirée, hein. Le moment pour rappeler que Becky est une star. Qu'est-ce que Et t'en que as pensé? c'est la star féminine de SmackDown depuis longtemps, donc il était normal que. J'ai trouvé ça très bien. Voilà, moi, j'ai Mm. beaucoup aimé ce passage. Voilà, et en fait, tu vois, ils répondent à mes incantations sur le fait qu'il y ait le moins possible d'interaction et là, je trouve que comment ils ont géré mon Raw, je sais pas si on va en parler un petit peu, mais c'était tellement dingue. Euh, je, c'était assez soft finalement. Becky, elle monte sur la table, voilà, quoi. Elle est chez elle, elle est à la maison à SmackDown, quoi, voilà, quoi. Et moi j'ai trouvé ça parfait. C'était ni trop long ni trop court, c'était impeccable. En plus, elle prend le micro à Graves en lui disant ouais, bon, je veux être tranquille, libre à Baltimore. Elle lui dit, elle dit ouais, c'est bon d'être libre à Baltimore. J'ai trouvé ça parfait. Double champ pour finir. Voilà, elle termine sur le double champ. Voilà, c'était parfait. Moi, nickel. Moi, je suis hypé total de toute façon pour ce main event. J'adhère à 100%. Donc, il me tarde d'assister à ce combat. Ouais, je suis comme toi, j'ai trouvé ça très bien joué. Alors c'est drôle, hein, parce que bah on a eu les deux, enfin voilà, d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que la veille, on a un énorme segment là où elle se tabasse, où il y a la police. Enfin, c'était une sorte de n'importe quoi. Bon, c'était violent, mais en même temps un peu ridicule. Elles partent. Et puis le lendemain, finalement, sobriété totale. Becky Lynch, bain de foule, hein, complet bain de foule. L'euphorie, la star CL. Le babyface vient de prendre un bain de foule et vient s'adresser à son peuple, quoi. Ouais, c'était très bien, mais bon, bah voilà, ils ont fait le choix de faire ce segment à Raw. C'est comme ça, c'est comme ça. Écoute, on continue parce que le segment suivant, il est pas vraiment dans la sobriété. On nous annonce un match qu'on n'avait jamais vu, et toi qui es un fan de longue date de la WWE, tu vas pouvoir confirmer. Ouais, je confirme. D'entrée, je confirme. Ouais. C'était Nous avons, Historically be made tonight. ouais, nous avons un tag team match à 18 personnes mixte. Mixte, Mixte. incroyable. Qui l'eût cru? Qui aurait dit ça il y a, allez, 5 ans en arrière? Voilà, donc le but étant de nous faire un peu la promo des deux Battle Royale, hein. Il y aura bien les deux Battle Royale féminines et masculines. La masculine qui s'appelle Andre the Giant, la féminine qui a perdu son nom parce que personne ne voulait de la Fabulous Moolah, donc c'est juste la féminine. Et du coup, en fait, bon, c'est le bordel, hein, pour le dire très bien. On a un tag team match avec des gentils d'un côté, des méchants de l'autre, filles garçons mélangés. Alors on voit Lana, on voit les Hardy, on voit R-Truth et Carmella. Il y a Shelton Benjamin, il y a EC3, il y a Mandy Rose et Sonia Deville. Il y a Asuka quand même qui est déjà si bas dans le classement, si bas rétrogradé. Bon, c'est un peu le bordel. En plus, c'est le concept où les filles peuvent pas affronter les garçons quand même. Donc on commence par Zelina Vega contre Nikki Cross. Sur ces entrefaites, comme c'était pas assez et comme Chris, on sait que ça te manquait, Lacey Evans passe, faire coucou. Yeah. Alors, est-ce qu'elle sera dans la Battle Royale féminine d'après toi? Ah bah ouais. Bah Oui. ça va être son premier. Depuis le Royal Rumble, ça va être son premier run officiel, je pense, cette bataille royale.
Si vous voulez voir Lacey Evans catcher, regardez le pré-show, les amis. Oui, c'est sûr que ça sera pas ailleurs, je pense. Voilà. Et bon, alors donc c'est clairement un match de low card. Hein. On a droit au Caterpillar de, bah ça y est, j'ai perdu son nom du coup, de Heavy Machinery, mais Machinery, ouais, de Otis. ouais, voilà, de Otis sur EC3. On a droit au dance break de R-Truth et Carmella. Et puis au bout d'un moment, bah, ça devient tellement le bordel, tout le monde se met sur la gueule, donc l'arbitre signe une sorte de disqualification. Enfin, le match s'arrête. Du coup, à ce moment-là, tout le monde décide qu'il faut passer tout le monde par-dessus la troisième corde. On a un beau segment de Nikki Cross qui attaque Shelton Benjamin et qui va l'étrangler et l'obliger à fuir à l'extérieur. Donc elle a du caractère, la petite, l'ancienne de Sanity. Pendant ce temps, EC3 encaisse un Twist of Fate et un gros kick d'Asuka. Donc il ne reste plus que Asuka et Jeff Hardy au milieu du ring. Les deux se congratulent comme s'ils avaient gagné chacun un peu les Battle Royale respectives. Mais non, Asuka n'en reste pas là et elle envoie Jeff Hardy dehors. Elle reste toute seule au milieu du ring, perdante du titre féminin la semaine dernière, toute seule au milieu de toutes ces figures de catch ce soir. Elle a réussi à éliminer tout le monde. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Est-ce qu'Asuka va gagner quand même pour sauver la face? Bah écoute, ce match c'était marrant, c'était le booking des deux batailles royales, voilà, on avait réunis en un, on avait deux en un, on avait deux en un à SmackDown, là. Comme ça, voilà, ils ont réglé le problème, ils en ont mis 18 autour du Square Circle et c'était parti, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça relativement marrant, tu vois. J'ai trouvé, en plus c'est marrant de revoir, tiens, EC3, oh tu es vivant, EC3, EC3 est en vie, tu vois. Bon, ça se termine par un no contest en fait au final, hein. Oui. Et puis, ça part complètement en couille. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt marrant. Voilà, encore une fois c'était pas super long et tout ça. Alors Asuka, bah, de toute façon fallait la caser et là il pouvait plus la mettre dans un match individuel ou dans un truc comme ça. Donc bah, Asuka là c'était quasi, enfin pour moi c'était acquis que depuis la perte du titre face à Charlotte, elle allait faire la bataille royale. J'ai trouvé ça marrant en fait qu'elle foute Jeff Hardy par-dessus la troisième corde. J'ai trouvé ça m'a fait rire. Voilà, j'ai plutôt adhéré. Écoute, c'était plutôt simple, plutôt rapide et de toute façon, ils allaient pas nous faire un booking de la folie de la mort pour les deux batailles royales. Au final, c'était sympa. Encore une fois, c'était un truc sympa pour le public de SmackDown, quoi, pour la foule dans la salle. Bah, c'était cool. Ils terminent avec Jeff Hardy avec deux babyface qui finissent et puis Asuka qui fait un petit délire en mettant Jeff Hardy dehors. Bah voilà. Moi, ça m'a été. C'était tranquille. Oui, moi, pareil, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça rigolo de voir un peu tout le monde. Alors il y avait évidemment, c'est toujours un peu les Battle Royale là, c'est un peu recyclé. Ah, Nikki Cross. Excuse-moi, Nikki Oui. Cross, elle fait un truc sur Shelton Benjamin. Tout ce petit passage-là, il est assez drôle en fait. Ouais, bah, tout On va était. Benjamin à la baston que lui, il la regarde. Putain, mais c'est pas possible, là, je rêve, quoi. C'est une gueudin. Et qu'elle lui fait un slipper hold, j'ai trouvé ça énorme, qui descend, et le suit. D'ailleurs, c'est con, la caméra le suit pas, parce que je suis curieux de voir comment se terminait, comment ils ont décidé de terminer ça, mais ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait rire. Ouais, il y a eu deux trois interactions comme ça homme-femme qui étaient rigolotes. Donc oui, je disais c'est un peu c'est un peu le lot de consolation de WrestleMania. Et c'est vrai qu'on par exemple il y avait aussi Zelina Vega avec Andrade. Bon bah ce petit ils seront là. Il y aura. On nous a annoncé un peu, voilà, je disais tout à l'heure, on nous a mis une frise avec toutes les têtes. On remarque qu'il y a quasiment toute la tag team de Raw. Hein. Il y aura les Revival à la Battle Royale. Il y aura Bobby Roode, il y aura Chad Gable, il y aura bref, Ah, ça il y va aura être un fourre-tout énorme, quoi. ça va être un fourre-tout énorme. Et il y a aussi Ali qui s'appelle comme ça maintenant, qui ne s'appelle plus Mustafa. Oubliez Mustafa, c'est Ali et simplement Ali. Et ce jeune homme ce soir, il a un match contre Samoa Joe. Samoa Joe contre qui il a une belle résistance. Hein. Ali il réussit à planter assez vite un Tornado DDT. Il domine complètement le Samoan, mais malheureusement, il est contré, il rate son 450 splash. Hein. Samoa Joe l'évite. Il arrive à l'esquiver, il place une coquine à clutch et Ali ne s'en relève pas. Il est inconscient. L'arbitre sonne la fin du match, donc une victoire très vite fait et très bien fait pour Samoa Joe. J'ai entendu dire dans les rumeurs de catch-up que peut-être que Rey Mysterio était blessé et que ça remettrait peut-être en cause le match de Samoa Joe aussi ce dimanche. Je sais pas si tu as vu ça et ce que tu as pensé Ouais, de ce segment.
Bon, écoute, franchement, le match en lui-même a été super rapide. Hein. Ah oui, 3 minutes, je pense, même pas. Je crois qu'il a duré 3 minutes, 3 minutes 30, je crois. Le match a été extrêmement rapide. Il a fait une ou deux manœuvres acrobatiques, l'ami Ali, et il a placé un kick. Et derrière, il se prend un contre sur un, je crois, il fait un 450 quoi, qui foire. Et derrière, Joe, il relève les genoux. Des fois, je regarde, c'est que je commande catch-up et en même temps, je me mets des petites vidéos à côté où je revois quelques actions. Donc, je pourrais même vous le commenter en direct, l'Euro. Mais clairement, le match est super rapide. Coquina clutch est terminé. Évanouissement de Ali. Joe, il est pas content, il part du ring et puis et voilà, ça se termine là-dessus. Écoute, sur l'histoire de Rey Mysterio, je sais pas, j'entends des trucs assez contradictoires là-dessus. J'ai entendu qu'il était blessé, puis après j'ai entendu qu'en réalité c'était un work et que c'était justement pour lui éviter d'avoir à refaire un match à SmackDown. Ah, Et que donc en fait il serait parfaitement apte à être là. C'est juste que voilà, ils ont vendu une blessure pour pouvoir ne pas avoir le faire catcher à SmackDown et que Andrade participe au 18 Mixed Tag Team Match historique. Tu vois? ouais, c'est un peu bizarre parce qu'il y en a Ouais, plusieurs bah, qui ont pas après, de match. je te dis, j'ai vu des trucs contradictoires. Donc, du coup, Ouais. je peux Mhm. pas te dire quel est le faux du vrai. Mhm. Écoute, on va enchaîner ensuite sur le dernier segment de la soirée. On a déjà fait quasiment toute la partie de SmackDown, et puis quel gros segment, puisqu'il s'agit de la signature de contrat pour le titre WWE. Donc on va voir sous les yeux de Michael Cole, on va voir Daniel Bryan et Kofi Kingston signer leur contrat qui valide leur match à WrestleMania pour le titre WWE, pour le titre de SmackDown. Avec Daniel Bryan, il y a Rowan, bien sûr. Avec Kofi Kingston, il y a le New Day aussi, évidemment. Ils sont tous donc autour du ring, autour de la table, autour de la feuille qui contient le contrat, le fameux contrat. Bryan prend la parole en premier. Il va donner une longue tirade, très véhémente, hein, très énervée. Il est pas là pour stopper Kofi Kingston dans son élan. Il n'est pas là pour lui empêcher de vivre sa passion. Il est juste là pour donner une leçon au public. Et il leur dit, je suis là pour vous dire voilà, de ne pas stagner, de ne pas vous reposer sur vos lauriers, de ne pas être complacent, donc de ne pas rester comme Kofi Kingston pendant 11 ans à vous contenter de allez, c'est pas trop mal, allez, c'est bien, de toujours vouloir donner plus. Donc il envoie violemment sur Kofi. Hein. C'est en gros, voilà, t'es le B plus player, quoi, Kofi. C'est le mec qui a pas d'ambition et qui sourit gentiment, qui accepte ce qu'on lui donne et qui va pas chercher plus loin. Donc là, la foule est à fond. Il y a des Coffee Mania qui sont scandés, qui sont marqués sur des papiers. Daniel Bryan est traité de asshole, de tout ce que tu veux. Il va donner même un conseil, Bryan, à Kofi Kingston. Il lui dit là, c'est pour toi. Hein, tu crois que tu te nourris des fans, mais en fait, c'est les fans qui se nourrissent de toi. C'est des parasites. Ils font rien de leur vie. Ils sont inutiles. Ils vont aspirer ton attention. Ils vont te déconcentrer. Donc une promo particulièrement. Bon, il en fait des très bonnes, hein, Daniel Bryan, mais celle-là, elle est particulièrement agressive pour vraiment perturber son adversaire avant le match. Là-dessus, Kofi prend la parole. Enfin, on l'avait pas trop entendu ces dernières semaines. C'était surtout le New Day qui avait parlé pour lui. Kofi, il dit à Daniel Bryan, écoute, tu sais rien de moi. Tu sais pas ce que j'ai traversé. Toi, je t'ai vu arriver à la WWE, je t'ai vu devenir champion du monde 2 ans après ton arrivée. Moi, tu sais pas ce que je vis depuis 11 ans. Jamais j'ai eu ma chance pour le titre suprême. J'ai attendu 11 ans pour ça, mais ça valait le coup et je suis prêt maintenant. Et depuis que je te croise sur le ring, depuis que je t'affronte sur le ring, je me rends compte que tu sais, t'as compris que je suis prêt pour ce moment-là. Kofi Kingston, il nous dit qu'il va gagner, qu'il va devenir champion à WrestleMania. Il signe le contrat et on en finit là. Pas de baston général. Ça ne sert à rien, juste des regards qui se croisent, des regards pleins d'agressivité, pleins de haine. Kofi Kingston affronte Daniel Bryan à WrestleMania. Donc on y est enfin, 5 jours avant, on a enfin signé le contrat, c'est officiel, on aura cette affiche. Qui l'eût cru, mais on est arrivé et on finit sur ce gros segment-là, ce dernier show télévisé avant WrestleMania. Chris, est-ce que tu es chaud bouillant? Je suis, oui, je suis bien hypé pour le match aussi. Ouais, surtout que je suis super content de la réaction de la foule. J'espérais que ce soit pas un feu de paille quand ça a commencé Ouais. l'affaire Kofi, tu vois. Et heureusement, en fait, ça l'a pas été. Ça n'a pas été un feu de paille. Le public, il reste accroché à lui à mort. Il a eu
gigantesque. SmackDown, là, c'est pour ce dernier SmackDown. Et Mhm. il n'y a pas. C'est bizarre, c'est une signature de contrat à la WWE qui se passe bien. Ouais. C'est étrange ça, hein. Avec un mec qui tape sur le public, avec un heel qui tape sur le public, sur le comportement du public, etc., en tant que champion de la planète et tout ça, tout en restant assis pendant tout le segment sans jamais bouger. Brian, il est resté, mais d'une stoïcité assez remarquable, tout en déballant une promo quand même agressive. Et Mhm. Kofi finalement a peu parlé, mais quand il a parlé, il a bien parlé, il a bien rappelé les choses finalement qui sont dites finalement presque depuis le début, mais la manière dont il l'a fait, c'était bien. Et après, c'était par contre que j'ai été quand même vachement surpris que ça se passe bien. À la fin, je me suis dit, bah c'est pas possible, Biggie et Rowan, ça va partir en live, tu vois. Enfin, j'ai cherché cet après-midi, c'était quand la dernière fois que j'ai vu une signature de contrat qui se passait bien. J'arrive pas à me Et, rappeler. Donc, si quelqu'un dans les commentaires se rappelle de la dernière fois où une signature de contrat s'est passée sans brawl, sans beatdown, sans attaque, eh ben, soyez sympa de nous le rappeler parce que j'ai eu beau chercher, j'arrive pas à m'en rappeler. c'est pas souvent, mais moi je trouve que c'est un très bon choix là. Cette segment final, c'est justement Ouais, ça toute la, passait, ouais, ça passait bien parce que, ouais, c'est bien. Oh, mais bon, après, c'est la WWE. ouais, tension, toute la tension était dans le segment. Moi, comme tu l'as dit, j'ai trouvé on a eu affaire à deux très bons passages au micro. Daniel Bryan, il m'impressionne. Ouais, c'est vrai que il nous rappelle, il l'a dit à un moment, hein, il l'a dit à Kofi, il l'a dit, ouais, le public il chantait yes, yes, yes pour moi, il chante Ouais, pour ah oui. toi. Et c'est vrai que se dire que ce mec-là a été, c'était il y a 5 ans, hein, WrestleMania 30, et ben il est très bon en heel comme en face. Ouais, et puis Daniel Bryan, il a quand même cette capacité incroyable à te délivrer une promo dans Mhm. différentes situations et en gardant la même intensité. Si je faisais un parallèle, tu vois sa promo là, assis dans le siège, sans bouger, avec sa ceinture sur l'épaule, à déballer son truc, etc. Et puis tu vois 2, 3, 4 semaines auparavant où il est capable de traverser toute la salle en descendant l'escalier, en arrivant du truc de merchandising, tu vois. Ouais, Et tout ça au micro et descendre, traverser toute la salle pour se rendre au ring en balançant une promo de fou. Hein, je veux dire, Daniel Bryan, c'est respect, quoi. C'est un des purs professionnels de ce milieu-là, quoi. Et ce gars-là m'impressionne. Et avec l'âge, je le trouve moins fort in-ring, quoi. Il a perdu un peu de vitesse. Mais justement, c'est là où il est encore plus fort, c'est qu'il a perdu un peu du in-ring, mais comme il sait adapter son catch quand il est heel ou quand il est face, du coup, depuis il est heel, ça lui permet de calmer un peu, on va dire, entre guillemets, son moveset. Pour un gars qui commence à être un vétéran maintenant, ah, oui, oui. c'est du tout bon, quoi. Enfin, Daniel Bryan, il est impressionnant. Et puis, bah, Kofi, là, c'est une Kofi Mania, voilà, c'est une belle pop. Je suis content pour ce gars-là. Il est là depuis des années. Les New Day, on les a vus à Paris en 2014 se former. Voilà, quoi. Et Eh oui. voir que maintenant, ils ont été 5 fois champions, que Kofi a un title shot pour le championship. Voilà, tu vois, c'est un beau match qui a de la valeur et il va y avoir une belle ambiance dans le stade, je pense, pour ce match-là. Ouais, je pense que ça peut être la folie, hein. Ça peut être la folie dans le stade. Moi, s'ils n'ont pas forcément trouvé les chemins les plus simples, comme d'hab, pour nous faire cette feud et cette histoire avec tous ces gauntlet Ouais, match, mais elle tombe un peu du hasard aussi. Il y a eu des concours de circonstances, blessure d'Ali, le booking qui change à cause des réactions de la foule. Tu vois, il y a eu. C'est ouais, bien. Pendant au moins, tu vois, on en a parlé souvent tous les deux, mais au moins, cette road to WrestleMania, on peut dire que la rivalité Kofi-Bryan et l'accession au title shot pour Kofi au moins nous aura marqué pendant ces 2 mois de road, quoi. ah oui, Il s'est c'est passé un- ça pendant ces 2 mois de road. Il s'est passé ça et les filles, quoi. Voilà. il s'est passé Et ça et si tu jamais fais on aurait pu le, ouais, si tu fais jamais. la comparaison avec le show rouge, de Ouais. comment on traitait le titre majeur dans le show rouge, bah voilà, il n'y a pas photo entre ce qui se passe à SmackDown et ce qui se passe à Raw. Je veux dire, à SmackDown, tu kiffes. On kiffe et du coup, on va pouvoir passer au top et à la flop et à la note. Mais alors, comment je vais faire? Je suis seul, je suis abandonné. J'ai mon ami Raphaël qui vient de quitter le studio précipitamment. On soupçonne une attaque certainement des bookers de la WWE qui ne supportent plus les analyses de catch-up et apparemment Raphaël est ciblé. Donc mon bon Raphaël a dû m'abandonner en plein milieu du top du flop et de la note, mes amis. Alors je vais vous donner nos deux résultats à nous. Donc de toute façon on avait mis tous les deux la même note. On avait mis un 3,5 à ce SmackDown. Voilà, donc globalement une bonne note, quoi, parce que c'était rythmé, on a eu droit aux promos
qui nous lance vers WrestleMania. On a eu la grosse promo, la signature entre Daniel Bryan et Kofi. Donc, la note est plutôt bonne. Au niveau du flop, on avait fait la même chose aussi, puisqu'on avait tous les deux mis le flop à ce segment et à ce handicap match du Miz face à Sanity, quoi. Géré de main de maître, comme si vous nous avez écouté précédemment par Shane. Donc voilà, un segment et un match what the fuck et qui aura mérité ce flop de SmackDown. Et enfin, concernant le top, alors là, on a finalement tous les deux, on se rejoint dans le même segment, mais Rafa avait donné donc son top à Daniel Bryan pour sa promo magistrale dans le main event pendant cette fameuse signature qui se passe bien, il faut bien le noter, c'était une signature qui se passait bien et c'est assez rare pour le signaler à la WWE. Et moi, j'ai donné mon top finalement, un truc assez basique dans le catch, mais j'ai donné mon top au pop reçu par les deux top babyface de la soirée, c'est-à-dire Kofi Kingston et Becky Lynch, qui ont eu un accueil de Baltimore assez incroyable et qui finalement, sur deux promos assez classiques à la WWE, nous ont sorti un truc super avec une belle ambiance, de quoi se mettre dans la hype pour ce week-end. Et quoi qu'il arrive, ce Kofi versus Daniel et ce triple threat entre ces dames s'annonce quand même particulièrement goûtu. Donc voilà pour notre note, notre top et notre flop. Alors du coup, les amis, je suis tout seul. Aidez-moi au secours. Vous savez, vous connaissez la procédure. Vous savez où est-ce qu'il faut nous retrouver. Donc vous pouvez nous retrouver sur plein de plateformes différentes, sur Spotify, sur iTunes. Vous pouvez retrouver même aussi des résumés sur les cahiers du catch, sur PodCloud, sur YouTube. Nous sommes partout. Le peuple de catch-up est partout. Voilà. Donc vous pouvez nous abonner, vous pouvez nous liker, vous pouvez nous envoyer de l'amour. Nous sommes prêts à tout recevoir. On vous souhaite un énorme week-end de catch. N'oubliez pas, c'est le WrestleMania week-end, donc on va avoir droit à TakeOver, on va avoir droit à WrestleMania. Catch-up vous offrira un pré-show de WrestleMania, une review de TakeOver, une review de WrestleMania. Le contenu de catch cette semaine s'annonce totalement phénoménal. Alors je vous dis, peuple de catch-up, profitez bien de tout ça, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Ouais, c'était ça. Si jamais je me trompe, il me flagellera dans les commentaires.